Oui, alors bonjour et bienvenue donc à ce webinaire, le webinaire du 25 juillet 2017 pour la France. Alors, ce petit webinaire-là qui a lieu donc tous les mardis a pour but de répondre aux questions que les étudiants pourraient avoir ou le grand public, évidemment, sur différents sujets concernant la pleine conscience intuitive. Et il y a toujours un petit sujet qui est abordé, un petit sujet qui n'est pas nécessairement très préparé, puisque je l'ai décidé à l'instant ce que j'allais proposer, mais quand même qui risque d'être intéressant. On veut pas que ce soit très long comme présentation. Après ça, évidemment, les gens peuvent arriver avec leurs questions et leurs réflexions sur le sujet, et évidemment sur leur pratique s'ils le désirent. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va progresser par rapport donc à l'enseignement, à la conférence plutôt. Donc, le sujet du jour, c'est la santé mentale. Alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aborder la santé mentale, non pas d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, comme on le reconnaît en médecine ou en psychologie moderne, hein, mais plutôt de chercher à réfléchir sur le concept de la santé mentale en tenant compte du décodage intuitif, en tenant compte de la perception intuitive. De quelle façon que la perception intuitive devient un outil qui nous permet d'évaluer, en fin de compte, la santé mentale. Alors, la première chose qui est peut-être intéressante à comprendre, c'est que quand on regarde une personne et qu'on observe son champ d'énergie, son aura, on va donc constater que cette personne-là va donc avoir un certain dégagement énergétique, hein, c'est-à-dire qu'elle va avoir un certain rayonnement énergétique plus ou moins équilibré dans son propre champ. Et cet équilibre plus ou moins important chez cette personne-là va donc donner des indices sur sa santé, c'est-à-dire qu'on va observer son potentiel santé. Son potentiel santé, c'est-à-dire que si une personne a un rayonnement énergétique qui est très, très rayonnant, très équilibré tout autour de son corps, ben on peut facilement envisager que son potentiel santé est à son maximum. Donc, c'est un signe de santé. Quand on aborde la santé mentale, on va donc comprendre ici que ce rayonnement énergétique-là, okay, qui est donc relié aux organes, qui est donc relié à la santé, à l'optimisation, le potentiel de santé d'une personne, la santé mentale euh, va affecter ce rayonnement énergétique-là. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire que si j'observe un rayonnement énergétique autour de mon corps, c'est qu'il aura, ce rayonnement énergétique-là est animé par donc une énergie vitale, qui est reliée donc au potentiel santé, mais cette énergie vitale-là est animée par de l'information psycho-émotionnelle qui anime notre champ énergétique. Alors c'est ça qui devient intéressant de comprendre, c'est que quand l'énergie circule à travers mon corps, hein, que ce rayonnement biolumineux se manifeste à travers moi, ce rayonnement biolumineux est donc de la vitalité, et donc relié donc à la santé, au potentiel donc de vitalité chez un être humain, mais il est également relié à ma capacité justement à gérer le contenu psycho-émotionnel qui anime mon être. Quand je dis le contenu psycho-émotionnel, je fais référence à mon histoire passée, c'est-à-dire que j'ai une certaine histoire de vie que je traîne avec moi. On sait que l'ADN, par exemple, qui se trouve dans les cellules, est en liaison donc avec la génétique, et que la génétique, maintenant on le sait, peut être finalement, euh, peut évoluer. C'est plus quelque chose qui est figé comme on le pensait avant. On peut facilement penser que les gènes c'est un matériel psycho-émotionnel, et que ce matériel psycho-émotionnel, selon ma conscience, selon ma vision du monde, selon ma façon d'évoluer, de progresser, va se transformer, va s'adapter selon les circonstances de la vie. Ça veut dire que finalement, quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais donc voir son potentiel santé, mais si je porte attention à l'information qui anime l'énergie vitale, je vais donc constater que dans cette énergie vitale-là, il y a donc des mémoires qui vont animer cette énergie vitale-là. Et cette mémoire-là va donc perturber en quelque sorte l'énergie vitale parce qu'elle va utiliser de l'énergie vitale. J'ai un exemple de ça. Si moi, j'ai par exemple une émotion de colère répétitive que je vis, cette émotion de colère répétitive, ben, dans le champ énergétique, dans l'aura, dans le potentiel santé de l'individu, je vais sans doute constater qu'il y a une forme d'hyperactivité, par exemple, qui est présente chez la personne, et cette hyperactivité-là peut provoquer, évidemment, donc, un certain mouvement énergétique vers le haut qui est trop élevé, par exemple. Alors ça, c'est un point de vue énergétique. Donc, on peut facilement concevoir que cette personne-là a une tension au niveau de son foie, que ça peut perturber son cœur, que ça peut perturber sa gorge, elle peut avoir la gorge sèche, elle peut avoir de la palpitation cardiaque au niveau de son cœur, elle peut avoir des rougeurs au visage, etc., etc.
Donc, on comprend évidemment que d'un point de vue énergétique, la problématique d'être colérique va donc générer un certain effet énergétique. Par contre, on va comprendre que dans cet effet énergétique-là, il y a de l'information qui circule et cette information-là est étroitement reliée à des blessures émotionnelles qui font que la personne va répéter une même expérience de colère, par exemple. Et si cette colère se répète d'une façon constante et continue, vous comprendrez que ça va générer quoi? Ça va générer une fatigue énergétique. Donc, le champ énergétique va devenir moins rayonnant, moins lumineux. Le potentiel santé va être moins équilibré, moins intéressant. Et en plus de ça, l'aspect psycho-émotionnel qui est présent on va donc pouvoir constater que ça va avoir donc un impact négatif sur le potentiel santé et parce que l'énergie vitale est moins importante, mais évidemment, les mémoires, l'information psycho-émotionnelle qui est présente va donc finalement devenir un peu stagnante, un peu comme ça, elle se figer dans l'espace personnel de l'individu. Et cet espace figé va faire que la personne va donc répéter toujours le même processus. Et en répétant, bien évidemment, elle va se retrouver dans une position où elle ne pourra plus évoluer, plus progresser, plus cheminer. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre qu'on peut facilement penser à ce moment-là que la personne est en train de développer une forme de perturbation de son équilibre mental, de son équilibre psycho-émotionnel, et que si elle ne parvient pas justement à remettre les flux d'énergie, à se mettre en branle dans la région associée à cette colère répétitive-là, bien inévitablement, la personne va donc développer des comportements inadaptés dans la société, où elle va manifester sa colère de façon régulière et constante et continue, ou avoir l'impression que c'est le seul moyen pour elle de se faire valoir. Et de cette façon-là, bien évidemment, c'est un genre de cercle vicieux qui commence à prendre forme. Ce cercle vicieux va donc générer donc une forme de fixation ou de figer les émotions chez la personne, mais en plus de ça, elle va aussi amener une détérioration de la circulation énergétique et une détérioration du potentiel santé. Alors, ce que je vais vous dire avec cet exemple-là, c'est que la santé mentale est donc déterminée par deux aspects importants. D'une part, la capacité que j'ai de gérer mon énergie vitale et d'autre part, la capacité que j'ai de gérer mon contenu psycho-émotionnel que j'ai en moi. Ce contenu psycho-émotionnel peut être en relation avec mon histoire de vie, c'est-à-dire ce que j'ai vécu à travers mon expérience de vie, va faire que j'ai des blessures. Ces blessures-là vont donc faire que moi, parce que j'ai des blessures, je vais donc inconsciemment chercher à me dissocier de ces blessures-là, comme si l'émotion qui était présente, je ne voulais pas être en contact avec elle. Donc inconsciemment, je vais donc faire un effort pour expulser cette énergie-là qui représente donc l'émotion d'inconfort, vers l'extérieur. Et quand on observe l'aura d'une personne, on va constater que les dissociations vont se manifester justement par des perturbations énergétiques, mais aussi par des mémoires qui semblent être finalement présentes dans le champ énergétique comme si elles étaient encore vivantes, et comme si j'ai vécu quelque chose à l'âge de 8 ans, mais j'ai pu vivre 8 ans aujourd'hui, mais dans le champ énergétique, je vais retrouver cette expérience de 8 ans de la même façon. Donc, vous comprendrez que l'aspect santé mentale va être beaucoup déterminé justement par ce qu'on appelle la dissociation psychique ou la dissociation psycho-émotionnelle, qui est un terme qui est utilisé en psychologie, qui est un terme qui est utilisé en hypnose aussi. La dissociation, c'est vraiment dans un contexte de champ énergétique, ma capacité à prendre mon énergie vitale, à prendre le contenu émotionnel ou psycho-émotionnel qui est dans l'énergie vitale et de dire j'en veux pas, cette énergie, je ne la veux pas, elle me dérange, et de la mettre à l'extérieur de mon champ énergétique. En faisant ça, je vais donc créer une genre de dissociation qui va faire que l'énergie vitale va pas être en harmonie avec moi, elle ne circulera pas harmonieusement avec moi. Il va donc avoir une zone dans mon corps qui va pas être confortable, qui peut être désalignée, hyperactive, surchargée, hypoactive, surchargée ou épuisée, et qui va faire que cette énergie-là, évidemment, va donc perturber mon potentiel santé et mon potentiel psycho-émotionnel. Et quand on parle de problématiques psycho-émotionnelles, on comprend évidemment que l'identification à une problématique psycho-émotionnelle, ne pas se remettre en question, être constamment convaincu que le seul moyen pour nous, c'est de se mettre en colère d'une façon constante et continue pour se faire entendre, par exemple, mais c'est évident que là, on tombe dans une santé mentale déficiente parce que les comportements qu'on développe à travers ça sont des comportements infantiles qui vont générer d'autres comportements infantiles et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que la santé mentale va donc, la première chose qu'on va observer dans le champ énergétique d'une personne, c'est que quand l'énergie ne circule pas bien dans son champ énergétique, on comprend que cette énergie vitale-là est animée par de l'information psycho-émotionnelle et on doit chercher à identifier la nature psycho-émotionnelle associée à cette énergie vitale-là pour comprendre d'une part le potentiel santé de la personne, mais aussi comprendre le potentiel limitatif
psycho-émotionnelle qui anime la personne, c'est-à-dire la dynamique qui est répétitive, qui va finalement empêcher la personne à accéder à des niveaux de conscience plus évolués, je dirais. Les autres causes, évidemment, de cette santé mentale vont se déterminer aussi par les mémoires familiales qui sont dans mon propre champ énergétique, qui vont aussi générer une certaine forme d'information qui vont animer mon énergie vitale et qui peuvent aussi générer donc des comportements inadéquats dans ma vie. Et les résonances avec des mémoires d'autres vies vont aussi générer de l'information psycho-émotionnelle qui vont inévitablement aussi entraîner donc une certaine dynamique. Alors, cette dynamique-là, évidemment, quand on est dans une dynamique, la dynamique, c'est comme un cercle. S'il y a un cercle, c'est une dynamique, mais cette dynamique-là, si elle tourne tout le temps en rond, ben, ça nous amène à un moment donné à se dire, ben, je répète toujours la même chose. J'évolue pas, je progresse pas. Donc, la santé mentale, lorsqu'elle est atteinte, on pourrait dire que l'individu a tendance à ce moment-là à répéter d'une façon non efficace et non mature certains comportements, ne sachant pas comment se manifester autrement. Et quand on parle de santé mentale évolutive, qui vont dans un sens positif et évolutif de la chose, on comprend à ce moment-là que l'individu a été capable de s'identifier à un potentiel évolutif plutôt que de s'identifier à un comportement limitatif, c'est-à-dire inadéquat, qui est en liaison souvent avec son enfance, ou encore avec des mémoires familiales, ou encore avec des mémoires d'autres vies. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ce que je viens de vous dire. Est-ce que c'est trop technique, c'est trop compliqué? Dites-moi si vous avez des questions concernant ce que je viens de vous dire par rapport à tout ça. Donc, c'est clair. Donc, il n'y a pas de questions, Elisa, c'est ce que tu veux me dire. Donc, de toute façon, s'il y a des questions, vous me le ferez savoir à mesure qu'on va progresser dans le cheminement que j'aimerais donc amener avec vous. Alors, évidemment, si on parle de cette santé mentale-là et qu'on parle des états psycho-énergétiques associés à l'aura, qu'on observe l'aura, on sait que l'équilibre, évidemment, c'est un indice justement que la personne a donc un potentiel de santé optimal, mais également un potentiel psycho-émotionnel optimal, c'est-à-dire que la personne n'est pas identifiée à certains comportements psycho-émotionnels chez elle. Elle est capable de reconnaître ce qui est juste par rapport à elle, parce qu'elle sait, elle, finalement, s'harmoniser par rapport à ses besoins, par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et elle sait donc trouver des comportements adéquats et en harmonie avec elle-même pour répondre aux certaines situations de stress qui se manifestent dans sa vie. Ça, c'est la position d'équilibre. Si on regarde maintenant la position de désalignement, la position de désalignement, vous vous rappelez, c'est un champ énergétique qui est autour de moi, mais le désalignement, c'est-à-dire qu'il y a un genre de traumatisme qui va faire que il y a une partie de mon champ énergétique dans lequel je vais me débrancher, dans lequel je vais me déconnecter. Alors, cette position de désalignement-là indique souvent qu'au niveau psycho-émotionnel, la personne refuse de se mettre en contact avec un événement du passé. Par exemple, j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 5 ans d'abandon, ben c'est possible que parce que j'ai vécu un traumatisme qui m'a fait énormément souffrir, que je m'en suis dissocié et je me suis désaligné de celui-ci. Et le désalignement, bien évidemment, c'est une façon que j'ai développée, moi, pour ne pas être en contact avec cette souffrance-là. Donc, le désalignement est une façon de fuir un état et ça peut même amener une forme d'amnésie, c'est-à-dire que la personne ne se rappellera pas de l'événement en question parce que justement, elle se protège de cet événement-là. Alors, bien évidemment que les traumatismes, par exemple, d'enfants qui ont été violés étant jeunes par leurs parents ou par des gens, mais enfants jeunes, j'entends vraiment très jeunes, c'est certain que ces enfants-là vont souvent développer des mécanismes de défense pour ne pas être en contact avec cette souffrance-là extrêmement élevée. Et le désalignement est une façon de se protéger de ça. Donc, vous comprendrez que le désalignement d'un point de vue psycho-émotionnel va être souvent une façon de mettre en dessous du tapis quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc, un peu comme de mettre à un niveau inconscient quelque chose qui nous fait souffrir, mais qu'on n'est pas capable de gérer. Alors, quand on est un enfant de 5 ans, par exemple, et qu'on veut un traumatisme sexuel, pour un exemple, c'est évident qu'on n'est pas capable de gérer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'inconsciemment, on va le mettre en dessous du tapis en se disant, je ne suis pas capable de gérer ça, c'est trop douloureux, ça fait trop mal. Et la position de désalignement va être une façon pour nous de paralyser la région de la souffrance pour ne pas finalement avoir à faire face à elle. Vous comprenez? Donc, c'est certain que la personne va peut-être trouver une forme d'équilibre relatif au point de vue psycho-émotionnel à travers son cheminement de vie par la suite, mais elle est quand même porteuse de cet état de désalignement-là. Et on sait que la loi de la vie, elle est faite d'une certaine façon que quand il y a des problématiques qui existent dans notre champ énergétique, la vie, l'univers va nous mettre en contact avec des situations et des gens qui vont nous permettre de faire un travail, en fin de compte,
de libération par rapport à ces événements-là. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a vécu ce genre de traumatisme-là risque de se retrouver dans des situations où elle va devoir justement faire face à la souffrance qu'elle a vécue à ce moment-là et de devoir y faire face pour l'apprivoiser, se la réapproprier. Parce qu'évidemment, la santé mentale va être déterminée beaucoup par la capacité que j'ai, moi, de faire face à une problématique psycho-émotionnelle et être capable de me la réapproprier, c'est-à-dire être capable de me réapproprier l'information qui est associée à cette expérience-là et en faire quelque chose qui va donner créatif et positif. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu un traumatisme à l'âge de 5 ans, c'est horrible, c'est une histoire d'horreur, mais le fait qu'elle se retrouve dans une situation où elle reprend contact avec cette émotion-là et qu'elle apprend justement à grandir de cette expérience-là en tant qu'adulte, ben on comprend que c'est là qu'on fait référence à la santé mentale, c'est-à-dire qu'on arrive à une forme de potentiel psycho-émotionnel, évolutif, qui fait que la personne va être capable de réorganiser son expérience de vie qu'elle a vécue dans le passé pour en faire quelque chose qui va devenir évolutif et positif pour elle. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qui va être assez intéressant dans un contexte comme celui-là. Quand on regarde maintenant, donc, l'hyperactif, alors, l'hyperactivité dans la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Il faut toujours se rappeler que l'hyperactivité, c'est quelque chose qui monte vers le haut. Okay? Quand on parle d'hyperactivité, quelle que soit la région où il y a un état hyperactif, il y a un mouvement qui va vers le haut. Parce que l'hyperactivité va naturellement amener de l'énergie vers le haut du corps. Donc, c'est certain que quand on parle d'hyperactivité d'un point de vue psycho-émotionnel, on parle de quelqu'un de yang. Pourtant, prendre un terme qui est peut-être un peu connu, hein, qui est relié à la médecine chinoise. Yang, ça veut donc dire quelqu'un qui va vers l'extérieur. Quelqu'un qui va donc chercher à solutionner les problèmes par des actions concrètes vers l'extérieur et qui va donc être réactif aussi, qui va se mettre facilement en colère, qui va facilement dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Ça, c'est vraiment l'hyperactivité. Alors, quand on regarde l'hypoactivité, bien, l'hypoactivité, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que la personne qui est hypoactive, c'est un mouvement davantage vers le bas. Donc, d'un point de vue psycho-émotionnel, ce sont des gens qui vont être beaucoup plus indolents, beaucoup plus dans un état de passivité, beaucoup plus soumis, beaucoup moins réactifs émotionnellement parlant, parce qu'eux vont plutôt contenir leurs émotions à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que l'hypoactivité ne favorise pas l'expression du mouvement. C'est plus quelque chose de passif qui va en résulter. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on parle souvent du yin dans le sens de l'hypoactivité et de l'hyperactivité. On va souvent parler du yang pour faire un exemple de ça. Donc, dans le cas de l'hyperactivité ou de l'hypoactivité, on n'est pas dans une problématique psycho-émotionnelle majeure. On est par contre avec des tendances. Hein, quelqu'un qui est hyperactif a donc des tendances, lui, à être beaucoup dans l'expression, à être beaucoup, par exemple, dans l'expression de la colère, dans l'expression des émotions, de prendre sa place, etc. Tandis que l'hypoactif va être beaucoup plus dans une dynamique de soumission, de passivité, de retrait, d'intériorisation. Alors, vous voyez que ce sont des tendances. Et ces tendances-là, évidemment, sont animées par une compréhension psycho-émotionnelle d'origine. C'est-à-dire qu'il est arrivé des événements dans la vie de l'hyperactif et de l'hypoactif qui ont généré son comportement, qui ont amené un comportement à se développer de cette façon-là. Et que plus on apprend justement à devenir conscient de cette problématique-là, mais plus on apprend justement à être capable de bien gérer, je dirais ça comme ceci, l'état hyperactif et l'état hypoactif, et d'en faire quelque chose de plus positif et plus évolutif. Alors l'hyperactif va apprendre, lui, à reconnaître cette tendance qu'il a d'être explosif pour apprendre à découvrir que derrière l'explosion se cache quelque chose qui ne gère pas bien, qui est davantage relié donc à un état d'intériorisation, hein, qui est plus relié à je prends contact avec moi, je prends contact avec ce qui se passe en moi plutôt que de toujours réagir à l'extérieur. Alors que chez l'hypoactif, ben, l'hypoactif, évidemment, lui absorbe les émotions. C'est quelqu'un qui peut être rancunier de l'intérieur. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de calculs de l'intérieur. C'est quelqu'un qui va tout garder à l'intérieur de lui. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, qui va être un petit peu dans une forme d'accumulation, je dirais, émotionnelle, psycho-émotionnelle. Alors, certain que son défi à lui, ça va d'apprendre, justement, à observer cette tendance qu'il a de se renfermer pour apprendre, justement, à renouer contact avec la capacité de communication qui va être capable, donc, d'échanger d'une façon plus efficace avec son entourage et amener, donc, un plus grand équilibre chez lui. Après ça, vous savez que l'hyperactif devient surchargé ou l'hypoactif devient surchargé. D'un point de vue psycho-émotionnel, ça signifie quoi? Ça signifie que quand je reste dans un état d'hyperactivité, par exemple, pendant plusieurs années, ben à un moment donné, ma circulation énergétique, ma capacité de vitalité va diminuer pour toutes sortes de raisons. Parce que l'hyperactif gaspille de l'énergie. Donc, à un moment donné, je vais avoir moins d'énergie pour être fatigué. Et quand je vais être fatigué, c'est évident que dans mon potentiel santé, certains organes, certains systèmes de mon corps vont devenir moins efficaces. Et il va y avoir donc des vides énergétiques qui vont se former parce qu'il y a des ondes du corps qui vont plus être capables de pouvoir gérer le stress que l'hyperactif produit.
Et à ce moment-là, on va observer dans le champ énergétique des zones où il y a des dévitalisations, c'est-à-dire que le champ semble se retrouver dans une position où il n'y a plus d'énergie qui circule dans cette région-là, comme s'il y a eu un affaissement du champ énergétique. Et dans ces régions-là, si on met notre main autour de cette région-là, souvent on va sentir que la main va être poussée par l'énergie qui est là. On va sentir beaucoup de chaleur, comme s'il y avait une forme d'inflammation dans ces régions-là. Et c'est sans doute ça qui se passe aussi. Il y a carrément de l'inflammation réelle qui est présente dans ces régions-là très fréquemment, puisque l'hyperactivité surchargée est une condition, favorise l'inflammation et favorise évidemment donc les intoxications autour de l'inflammation, donc les inflammations chroniques par exemple, qui peuvent en résulter. Là, je fais des histoires un peu caricaturales, hein, je ne veux pas vous dire que c'est exactement ça tout le temps, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que l'hyperactivité va donc générer des inflammations chroniques au niveau de l'aspect énergétique. Mais inévitablement, ces inflammations chroniques sont des indices d'inconfort psycho-émotionnel qui dit bien que le corps, qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes parce qu'il y a des événements, des choses dans notre vie qui nous dérangent. Et comme l'hyperactif a tendance, lui, à toujours réagir vers l'extérieur, bien évidemment, il va réagir d'une façon toujours assez violente, assez forte, assez puissante, mais il ne va pas nécessairement régler le problème en étant comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le potentiel évolutif de l'hyperactif surchargé, c'est d'aller porter l'attention vers lui, commencer à se rendre compte que derrière cette surcharge-là et cette hyperactivité surchargée-là se cache peut-être un individu qui a envie justement de se rapprocher davantage d'un état de connexion avec soi plus important, où on est moins dans la réaction face à l'autre, où on est plus connecté avec soi-même. Vous voyez? Alors ça, c'est un élément important. Quand on regarde l'hypoactivité chronique, surchargée, excusez-moi, l'hypoactivité surchargée, bien évidemment, c'est une continuité de l'hypoactivité. Donc, l'hypoactivité favorise l'accumulation et la surcharge va favoriser la stagnation. C'est-à-dire que j'accumule, puis à un moment donné, il y a tellement d'accumulation que l'énergie ne circule plus. Alors, d'un point de vue énergétique, ça va entraîner des symptômes donc de surcharge, où les organes vont moins bien fonctionner parce qu'il y aura trop de détriments qui vont être présents dans le sang, etc. D'un point de vue psycho-émotionnel, c'est évident que l'accumulation va faire qu'on va accumuler des expériences. On va accumuler des expériences, on va accumuler des expériences, puis on va arriver à une stagnation émotionnelle, psycho-émotionnelle d'expérience. C'est-à-dire qu'on va bloquer le mouvement de vie qui est en soi parce qu'on va finalement être complètement identifié à un certain comportement. Par exemple, je m'isole quand je me sens pas apprécié par les gens. Ben, quelque part, je peux accumuler des frustrations, accumuler des frustrations, accumuler des frustrations. Puis quand j'arrive à la surcharge, ben cet isolement-là va carrément devenir un isolement chronique. C'est-à-dire qu'on va carrément s'isoler tout le temps parce qu'on va plus vouloir justement se retrouver dans des situations de souffrance comme on a pu vivre dans le passé. Par exemple. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne pour faire comprendre que la santé mentale va donc vraiment être en liaison très, très étroite avec l'énergétique. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de psycho-énergétique hein, dans la pratique, parce que justement, il y a un lien profond à faire entre le psychologique et l'énergétique. On a souvent donc des liens très étroits et que quand on parle de surcharge, d'un état de surcharge, bien évidemment, ça va souvent être un état de surcharge qui va toucher l'aspect énergétique, mais aussi psycho-émotionnel aussi. C'est jamais trop étranger, je dirais. Puis ensuite, évidemment, il y a l'épuisement qui va être un autre état qui va être un indice justement que d'un point de vue vital, d'un point de vue énergétique, je n'ai plus la capacité de fonctionner comme avant. C'est-à-dire que j'ai vécu pendant un certain nombre d'années un état énergétique et psycho-émotionnel que j'ai pu gérer et l'épuisement est un indice que je ne suis plus capable de le gérer. Je ne suis plus capable de le gérer parce que justement, je n'ai plus la vitalité requise d'un point de vue énergétique et d'un point de vue psycho-émotionnel, je n'ai plus la capacité, je suis devant un impasse. C'est-à-dire que j'ai développé un certain comportement. Et ce comportement-là m'a amené à constater que j'avais un certain résultat. Quand j'étais hyperactif ou hypoactif, par exemple, j'ai pu développer un comportement en me disant, ah, ben, j'arrive à un certain résultat en étant hyperactif, en étant colérique, en étant ceci, en étant cela. Puis, avec la surcharge, je commence à constater que c'est plus aussi efficace. Que j'arrive à des résultats, mais que je vois bien quelque part que ça ne marche plus comme avant, que je dois m'ajuster, que je dois faire des changements. Et quand on arrive à l'épuisement, ben, on constate que ça ne marche plus du tout. C'est plus une question à savoir si on doit faire un changement, c'est que ça marche plus du tout. Donc, on doit vraiment prendre le temps de poser une attention vers soi et de se rendre compte qu'on doit vraiment faire des gros changements pour relancer notre potentiel énergétique. Donc, de vraiment faire un genre de lâcher prise. J'avais déjà dit dans le passé que l'épuisement est beaucoup relié à un deuil à faire. Le deuil, c'est un deuil d'un point de vue énergétique, de se dire, ben, je n'ai plus la vitalité qu'avant. Donc, j'aurais peut-être avantage d'arrêter de vouloir essayer de devenir comme avant, mais de plutôt justement me reposer.
Me reposer va m'amener évidemment à renouer contact avec ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un état de vitalité que j'ai aujourd'hui. C'est peut-être pas l'état de vitalité que j'aimerais avoir, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est déjà différent. D'un point de vue psycho-émotionnel, c'est certain que en faisant ce travail de régénération, de relaxation, de relâchement, de deuil aussi face à des anciens comportements qui sont peu adaptés, bien, on permet à l'émergence d'un nouveau comportement qui vont être plus adaptés à ce que nous, on est capable d'être aujourd'hui, considérant notre potentiel énergétique et notre capacité à nous affirmer. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire tout au long de la pratique, je vous dirais, euh, d'arriver donc à comprendre que d'un point de vue que la santé psycho-émotionnelle va beaucoup être déterminée donc par deux aspects qu'il ne faut pas oublier. Donc l'aspect énergétique, qui est vraiment un aspect donc de relié à la vitalité, puis à ma capacité donc d'avoir la vitalité pour faire face au stress ou aux difficultés de la vie. Et d'autre part, cette nature, l'information qui circule dans l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, elle peut avoir une certaine puissance, mais si elle est programmée, elle, à tout le temps faire des erreurs, à toujours répéter les mêmes erreurs, mais c'est évident qu'un point de vue énergétique, il va y avoir un épuisement qui va en résulter à un moment donné. Et d'un point de vue psycho-émotionnel, il y aura une prise de conscience qui sera faite en se disant, mais ça n'a pas de bon sens, je fais toujours les mêmes erreurs, je fais toujours les mêmes choses, ça me ramène toujours aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, donc ça doit changer. Et c'est là, évidemment, qu'on va vraiment aborder la notion de déprogrammation, dont il est question dans la pratique d'une façon constante et continue. La déprogrammation va me permettre justement de poser une action sur la mémoire qui est figée. Parce que la mémoire, finalement, qu'est-ce qu'on découvre dans la santé mentale? C'est que toute forme de perturbation psycho-émotionnelle va être reliée à un cycle limitatif, c'est-à-dire un cycle de répétition, c'est-à-dire dire qu'un événement dans ma vie qui se répète parce que dans mon inconscient, dans mon champ énergétique, j'ai une expérience émotionnelle, j'ai une expérience psycho-émotionnelle que je n'ai pas intégrée. Et cette expérience que je n'ai pas intégrée, elle a tendance effectivement à me ramener tout le temps, à répéter le même expérience, la même façon de comporter. Et ça, je vais le faire tant et longtemps que je n'aurais pas compris, j'aurais pas compris le message de la vie. Parce que la vie va me mettre en contact avec des gens qui vont m'obliger à me confronter aux mêmes situations. Puis à un moment donné, je vais devoir finalement aborder la situation différemment pour être capable de mieux m'harmoniser à mon énergie vitale, à mieux m'harmoniser au contenu psycho-émotionnel qui est en moi, pour mieux comprendre qu'est-ce que je dois faire pour être plus en harmonie et en équilibre avec moi-même. C'est beaucoup comme ça qu'on va procéder pour parvenir donc à retrouver cet état d'équilibre-là. Et plus je déprogramme les mémoires, mais plus évidemment, je vais découvrir qu'en déprogrammant la mémoire, je défige l'expérience, je donne à la mémoire ce dont elle a besoin pour ne plus être prisonnière de la répétition, pour permettre finalement d'accéder à ce que j'appellerais le processus d'évolution ou d'expansion de conscience qui va faire que je vais être capable de commencer à regarder l'énergie d'une façon beaucoup plus positive et évolutive. Alors moi, je vous dirais que c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire. Puis évidemment, la circulation énergétique, des techniques de soins vont me permettre aussi de redonner donc de la vitalité au corps. Mais évidemment, parce que j'ai déprogrammé la mémoire, en redonnant la vitalité au corps, je donne de la lumière aux nouvelles expressions mémorielles qui sont en moi, qui vont faire que ces mémoires-là vont finalement recevoir de l'information qui vont répondre davantage à mon potentiel évolutif et non pas donc à mon potentiel limitatif. Alors c'est là que ça devient intéressant, puis c'est là qu'on parle évidemment d'un processus d'évolution et d'expansion de conscience qui va nous amener de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre avec soi-même. L'autre chose que j'aimerais peut-être aborder par rapport à l'aspect de la santé psycho-émotionnelle, c'est que il y a en physique quantique, il y a un petit truc comme ça qui est intéressant. On a identifié que le cerveau n'était pas localisé, vous le savez, le cerveau n'est pas physiquement uniquement dans la tête, mais il est délocalisé, c'est-à-dire qu'il est finalement un peu partout. Donc, c'est un peu le rayonnement énergétique de l'aura qui est le cerveau finalement. C'est ce qu'on peut arriver à conclure. Et on doit comprendre avec la physique quantique cette idée que cet ensemble, ce cerveau qui est un ensemble, qui est tout le champ énergétique, décèle, en fin de compte, des potentiels. Alors, les potentiels, c'est quoi? Ce sont des énergies qui circulent en moi et qui sont potentiellement capables de se manifester en moi. D'accord? Ces énergies qui sont potentiellement capables de se manifester en moi sont animées par des expériences de ma vie passée, sont animées par des résonances avec mon histoire familiale, des résonances avec des mémoires d'autres vies et des potentiels évolutifs que je n'ai pas encore réalisés, mais que j'aimerais voir se réaliser. Alors, vous comprendrez qu'à ce moment-là, on peut concevoir que le cerveau, que le champ énergétique se retrouve, lui, avec une multitude de potentiels. Ces potentiels sont des énergies qui sont là, en dedans de nous, et qui pourraient se manifester ou pas. Qu'est-ce qui vont faire que certaines énergies vont se manifester plutôt que d'autres? C'est ma conscience qui va porter attention vers ces énergies-là. C'est-à-dire que ma capacité à me concentrer sur une certaine énergie va sans doute faciliter ma capacité à lui donner
l'opportunité d'exister dans le monde de la matière. C'est-à-dire que je vais donner forme, je vais incarner en quelque part davantage cette énergie-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, c'est drôle parce que tu me dis ça, mais finalement, j'arrête pas de penser à mon devenir, puis finalement, je suis toujours confronté avec mes mêmes problématiques de mon passé. Alors, il faut comprendre, évidemment, que consciemment, je peux avoir l'impression de mettre mon emphase sur un certain niveau de comportement, mais si je commence à poser mon action vers la pleine conscience intuitive et à commencer à habiter mon intérieur, à habiter mon champ énergétique, à découvrir qu'est-ce qui anime mon être, je vais peut-être découvrir que malgré que consciemment, j'ai une volonté de changement, qu'inconsciemment, dans ma pleine conscience intuitive, quand j'explore mon intérieur, je suis constamment connecté avec des souffrances de mon passé que je n'ai pas réussi à gérer ou je n'ai pas réussi à entrevoir de changement concernant cela. Donc, vous comprendrez que c'est ça qui va finalement faire que les potentiels évolutifs qui sont en moi ne pourront pas s'actualiser parce que inconsciemment, dans mon intériorité énergétique, je nourris à quelque part des comportements qui ne sont pas d'accord avec ce que je veux vraiment de ma vie. Donc, la leçon de tout ça, c'est évidemment la connaissance de soi qui est fondamentale, qui va faire que par la connaissance de soi, je vais être capable donc de faire du décodage intuitif, qui va m'amener vers la déprogrammation, qui va m'amener à me libérer des programmations mémorielles et des techniques de soins qui vont favoriser la circulation énergétique et qui va permettre donc de développer ce qu'on pourrait appeler une santé mentale, c'est-à-dire une capacité d'être un individu qui a donc qui peut donc avoir plusieurs façons de fonctionner dans sa vie, plusieurs potentiels illimitatifs, expansifs qui peuvent être en lui, et qu'il soit capable, lui, effectivement, de trouver une voie d'équilibre à travers ça, c'est-à-dire d'apprendre justement à nourrir les bons comportements qui vont lui permettre d'évoluer, de progresser, de cheminer, pour arriver à devenir de plus en plus dans une position de santé mentale, dans une paix. Cette santé mentale-là va ouvrir la porte à la santé spirituelle, c'est-à-dire la santé spirituelle, c'est ma capacité justement dans cet état mental de santé, de pouvoir être dans un état de paix, de tranquillité, pour me rendre conscient d'un univers plus vaste que ce que j'appelle la santé mentale, c'est-à-dire cet univers plus vaste, c'est ma capacité à me rendre réceptif à l'expression la plus ultime de moi-même. Donc, vous voyez que la santé mentale va considérer donc justement l'aspect énergétique, psycho-émotionnel et spirituel, et que la santé mentale parfaite, ce serait donc certainement un équilibre, un axe vertical où on reconnaît justement l'énergie vitale qui est en moi, la nature psycho-émotionnelle qui est en moi et ma nature spirituelle. Et je peux justement à ce moment-là être coordonné dans tout ça. Je ne suis pas en dissociation avec ce que je suis en réunification. J'apprends à faire la paix avec mon être. Et parce que je fais la paix avec mon être, je peux être en harmonie avec les profondeurs de ma structure psycho-émotionnelle. Donc voilà, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre concernant cette présentation sur la santé mentale. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réflexions que vous aimeriez me faire concernant cela, ou évidemment, c'est des choses que vous aimeriez que je précise, bien évidemment, vous pouvez y aller si vous en avez envie. Alors, je vous laisse le soin donc de venir avec vos questions. Alors, évidemment, si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous pouvez y aller également. Alors, évidemment, on aurait pu aborder, quand on parle de santé mentale, on aurait pu aborder aussi l'aspect plus pathologie mentale. Alors, évidemment, vous avez sans doute compris que la pathologie mentale va se manifester lorsque l'identification psycho-émotionnelle est tellement devenue très forte, c'est-à-dire que la mémoire psycho-émotionnelle est tellement figée que l'individu s'approprie cette information-là comme étant la sienne, mais complètement. Alors, la souffrance qu'il a pu vivre à l'âge de 8 ans, par exemple, bien, il s'identifie complètement à elle. Et il ne peut pas entrevoir la possibilité de vivre autre chose que cette expérience de souffrance et de douleur-là. Alors, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si sa vie ne va pas super bien, il va tellement être identifié à ce comportement-là qu'il ne va pas concevoir qu'il puisse être autre chose que cette souffrance-là. Ce qui veut donc dire qu'il va accepter, il va tolérer d'être dans cette souffrance-là et donc de développer des comportements en accord avec ça. Alors, vous voyez que c'est là qu'on peut tomber dans les pathologies mentales parce que c'est là qu'on tombe dans des extrêmes. C'est-à-dire que l'individu qui tombe dans cet extrême-là va donc développer des comportements de moins en moins harmonieux pour lui-même. Et à un moment donné, ces comportements de moins en moins harmonieux vont devenir tellement pas harmonieux qu'ils vont finalement devenir complètement désaccordés par rapport à ce que l'individu a besoin. Et à ce moment-là, il va donc développer des comportements qui ne seront plus du tout en accord avec la nature équilibrante de ces personnes. Et c'est là qu'il va y avoir donc des perturbations énergétiques et psycho-émotionnelles importantes qui vont en résulter, qui vont faire que l'individu sera plus capable de fonctionner d'une façon normale. Il sera plus capable d'être un être
qui se comporte d'une façon normale, puisqu'il aura des comportements qu'on va identifier comme étant pas dignes de ce qu'on appelle la santé mentale, c'est-à-dire digne de quelqu'un qui est relativement dans une position d'équilibre, de santé mentale. Alors, vous voyez, c'est là qu'on va commencer donc à mettre des étiquettes, à dire, bon, que cette personne a tel problème, tel problème, tel problème, et qu'on va commencer justement à coller des étiquettes qui vont faire que les gens vont se sentir donc avec une pathologie particulière. On sait évidemment que ces pathologies-là, si on les identifie, l'individu s'identifie déjà à sa problématique psycho-émotionnelle, donc si on lui donne une étiquette d'une pathologie, bien lui, il va s'identifier à cette pathologie-là de la même façon qu'il s'identifie à son état psycho-émotionnel. Donc, ça devient un peu un piège à ce moment-là. Et c'est certain que pour changer ça, bien, il faut effectivement que l'individu soit capable de porter l'attention vers cette douleur-là qui est en lui et de commencer à faire du ménage dedans pour être capable de s'en dégager, de s'en libérer et à ainsi accéder à autre chose, à des potentiels plus évolutifs et plus harmonieux également. Donc, j'ai une question ici. Est-ce qu'il y a des seuils de non-retour pour ou bien une amélioration est toujours possible? Là, c'est intéressant comme question. En fin de compte, Elisa, c'est une question intéressante parce que ça touche plusieurs sujets. Ça touche la santé aussi, quand on y pense. Je vais parler de la santé d'abord, puis tu vas peut-être comprendre où est-ce que je vais en venir. Par exemple, une personne peut être atteinte d'un cancer. On pourrait se dire, est-ce qu'il y a un seuil de non-retour à une maladie comme le cancer? La médecine classique va nous dire que oui, bien sûr, puisqu'ils ont des diagnostics qu'ils font et dans lesquels ils disent clairement, bon, vous êtes condamné, ils vont être capables de vraiment dire des choses comme ça. Dans le processus intuitif, on va toujours parler de potentiel évolutif. Pourquoi? Parce que dans le champ énergétique, il y a toujours un potentiel évolutif ou à peu près accessible. Je dis à peu près parce que dans certains cas, lorsqu'une personne a un état de vitalité très, très faible ou qu'effectivement, elle a choisi inconsciemment, sa conscience a choisi de mourir, ben à ce moment-là, évidemment, on va constater qu'on a beau faire des actions énergétiques sur cette personne-là, et la personne-là ne va plus répondre à cette envie de grandir, d'évoluer, de progresser, de cheminer. C'est un peu comme si elle avait débranché le courant, puis elle se disait, non, arrête, ça ne sert à rien que tu fasses ça, parce que moi, je ne suis plus là, je suis ailleurs, je suis mort déjà, à quelque part. Ça, c'est des choses que j'ai observées dans le passé. Donc, pour répondre à ta question, Elisa, c'est que d'un point de vue intuitif, je dirais qu'on est extrêmement positif dans l'idée, quelque part, que on peut faire bouger les choses parce que on traque des potentiels. Un potentiel, ça bouge. Alors, quelqu'un qui est dépressif, ben, si je fais des actions de déprogrammation, ben, dans un instant très court, je peux constater que cette personne-là qui est dépressive peut donc avoir un potentiel de bien-être ou à se sentir bien, etc. Donc, très vite, on peut voir dans le subtil des transformations dans le subtil très rapidement se faire. Maintenant, le défi, c'est dans le concret, dans le tangible. De quelle façon que je peux amener une transformation dans le subtil pour que ce subtil-là puisse avoir un impact dans le monde physique et que dans le monde physique, il y ait effectivement un impact de transformation. Et c'est là, évidemment, que ça peut être un peu plus long, un peu plus difficile d'arriver à cette transformation-là, parce que justement, dans le monde subtil, les choses se font rapidement, mais dans le monde de la réalité, dans le monde du concret, du tangible, la transformation va se faire plus lentement. Alors, tant dans l'aspect de la santé énergétique ou santé physique que dans la santé psycho-émotionnelle, il y a évidemment un seuil de non-retour. On pourrait certainement le nommer. Tantôt, j'en ai nommé un. Quand on constate que, par exemple, une personne, on a beau vouloir la ramener à la vie, puis qu'effectivement, elle semble plus avoir de réponse positive dans cet objectif-là. Et là, je parle d'un point de vue intuitif quand je dis ça. Mais on peut arriver à conclure, bon, qu'on a encore le désir de lui nourrir un potentiel de vitalité, mais si son corps n'a plus de volonté de répondre à ça, ben on doit peut-être envisager la mort à ce moment-là. Alors ça, c'est un aspect qu'on va observer. D'autres aspects qu'on va observer, c'est que quelqu'un, par exemple, peut avoir une certaine potentiel de vitalité élevé, mais évidemment, si les organes lâchent, si son corps lâche, c'est-à-dire que physiologiquement, donc, son corps n'est plus en mesure de fonctionner, ben, quelque part, c'est de plus en plus difficile de renverser la vapeur. Quand les organes sont plus fonctionnels et qui n'ont plus la capacité de fonctionner, ben, quelque part, l'individu devient de plus en plus fragile et il y a un risque à ce moment-là de pathologie, de maladies qui vont amener vers la mort de plus en plus élevé, pourrait-on dire ça comme ceci. D'un point de vue psycho-émotionnel, c'est évident qu'on est dans la subtilité, on ne s'est plus lié tant que ça avec le corps physique. C'est-à-dire que mais c'est certain que si on revient avec l'idée que certains organes lâchent, que la vitalité est faible, qu'on n'a plus une force pour se battre face à la vie, c'est évident qu'on est dans une situation au niveau psycho-émotionnel, on a moins de bonnes conditions pour amener un changement. Alors ce changement-là va donc être plus difficile.
C'est pour ça qu'il faut tenir compte de l'aspect énergétique et psycho-émotionnel pour trouver souvent des voies de solutions intéressantes. Parce que si on ne fait pas ça, bien évidemment, on va se retrouver dans une situation où on pourrait dire, bon, j'ai travaillé sur la psychologie de la personne, mais si on n'a pas compris que la personne est épuisée énergétiquement parlant, ben on va peut-être manquer des éléments importants. Donc, c'est intéressant de savoir que si une personne est épuisée au niveau de sa vitalité, mais il faut lui redonner la vitalité. Et que si on lui redonne la vitalité, qu'est-ce qui se passe dans un point de vue psycho-émotionnel? C'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a vraiment un lien entre les deux qui est très, très élevé. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Par rapport à cette notion de non-retour, c'est une question drôlement intéressante. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a quand même interpellé, moi, personnellement, dans ma pratique. J'ai travaillé avec une personne qui était schizophrène, qui a été donc identifiée en schizophrène par un psychiatre et qui a été venu me voir parce qu'il était animé par des entités. Il y avait 4 entités, je pense, selon une sexologue qui m'avait référé cette personne-là. Et cette personne-là, donc, quand je l'ai rencontrée, elle était complètement droguée, donc complètement faible, fragile. Elle titubait, elle parlait d'une façon un peu confuse. Et puis, évidemment, dans des conditions comme ça, quand on travaille avec des gens qui ont des problèmes de cet ordre-là, euh, qui touchent à l'aspect spirituel, en fait, mais on ne va pas habituellement, des gens qui ont des perturbations psycho-émotionnelles et qui sont très spirituels, on ne va pas parler de spiritualité avec eux. Au contraire, on va souvent chercher à les ramener dans le monde terrestre parce qu'on ne veut pas, justement, qu'ils nourrissent davantage leur délire psycho-spirituel. Hein. Donc ça, c'est une chose, on va chercher à les ramener dans le monde concret, dans le monde tangible, de leur parler de façon très concrète, très tangible, très, très terrestre, pour éviter, évidemment, de les amener à se perdre dans cette nature psycho-émotionnelle spirituelle dans laquelle ils peuvent avoir une certaine aisance, hein, et que nous, on ne veut pas les nourrir dans cette direction-là, on veut les ramener à une certaine forme de cohérence. Donc, ça, c'est une chose qu'on va chercher à faire. Et cette personne-là, donc, on avait eu d'excellents résultats. J'ai fait que quelques soins. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai fait un soin, j'ai fait un autre soin par la suite. Et je ne l'ai pas vu pendant une année, cette personne-là, par la suite. Parce qu'elle se sentait super bien et elle fonctionnait presque normalement, après 2 soins. Elle a même arrêté sa médication suite à ce soin-là, alors que moi, j'avais absolument rien dit. C'est elle qui avait décidé de ne pas continuer à prendre la médication. Donc, vous comprenez ici que c'est super comme résultat. Maintenant, cette personne-là, je l'ai revue, donc 1 an plus tard, et elle a juste ressenti le besoin d'avoir un genre de soin de nouveau pour la relancer. Et ça l'a effectivement donc relancé suite à ça. C'est ce que j'ai su par la suite, ce qu'elle m'avait dit. Puis après ça, j'ai perdu de vue cette personne-là. Et je pense que c'est 1 an plus tard, euh, sa compagne m'a contacté pour m'informer qu'elle voulait un soin elle-même pour elle-même et que son mari, qui était donc cette personne-là, s'était suicidé parce qu'elle avait décidé de le quitter et que lui était tombé dans une espèce de délire concernant cette séparation-là et que ce délire-là l'avait amené, lui, à perdre la carte complètement et donc à devenir complètement convaincu que la vie lui demandait de se suicider pour lui donner la permission à cette femme-là de faire sa vie, il fait qu'il se suicide et qu'en se suicidant, il allait sauver l'humanité. C'était un peu quelque chose comme ça son délire. Je vous raconte tout ça pour faire comprendre que est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y avait un seuil de non-retour? Les conditions, si elles avaient été encadrées, certainement qu'on aurait pu dire qu'il y avait un retour, il y avait une possibilité de ramener la personne dans un encadrement, considérant les bons résultats qu'il y avait eu dans le passé. On peut penser qu'il y avait quand même des possibilités qu'elle puisse donc avoir un potentiel. Maintenant, ce potentiel évolutif-là, pour qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse exister, il faut que la personne, donc évidemment, ait une certaine conscience de ce potentiel évolutif-là. Il faut évidemment qu'il y ait des personnes autour d'elle qui soient capables peut-être de l'amener aussi, de l'encadrer, de l'aider à cheminer pour atteindre ce potentiel évolutif-là. Et je pense que quand on parle de seuil de non-retour, c'est évident que le seuil de non-retour, c'est quand une personne s'identifie complètement à une impasse dans sa vie, d'un point de vue psycho-émotionnel, qu'elle est convaincue qu'il n'y a plus d'autre solution que de se retrouver dans une position qui est une impasse, qui n'est pas adaptable, qui n'est pas adaptée à ses besoins, qui n'est pas adaptée à une nature évolutive chez elle, qui a une tendance à répéter des expériences négatives qu'elle a pas, qui ne sont pas harmonieuses, qui ne sont pas équilibrantes. À ce moment-là, évidemment, la personne va simplement donc
ne plus voir de solution, puis ne plus voir de solution en étant dans un état psycho-émotionnel fragile, ben, évidemment, ça peut amener plein d'options, comme celle-ci, hein, comme cette personne-là qui s'est suicidée, par exemple. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Lisa, mais ce que je te dirais, c'est que oui, on peut dire que dans les seuils de non-retour, c'est des seuils dans lesquels, évidemment, il faut comprendre que plus une personne, à quelque part, n'a pas de ressources, plus elle devient fragile, et plus le seuil de non-retour devient plus présent. Parce que n'ayant pas de ressources, la personne se retrouve dans une position où le danger est beaucoup plus élevé de se retrouver dans une position de perturbation à ce moment-là. Donc, je dirais que certainement, que c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'on soit dans une position de santé physique ou énergétique malade ou même psycho-émotionnelle, on doit s'assurer d'avoir un bon encadrement autour de soi pour être capable justement de se sentir supporté et de se sentir effectivement capable de poser un regard de témoin envers soi-même, de ne pas être constamment identifié à notre nature problématique, je dirais. Alors, c'est pas facile, mais c'est un peu comme ça que je pourrais dire ceci. Puis évidemment, la notion de condamner quelqu'un est une notion fragile pour moi parce qu'on sait que l'effet placebo a un impact important sur la santé. On parle d'un tiers de pourcentage de toute forme de maladie est associé donc à toute forme de thérapeutique, par exemple, est associée à l'effet placebo. Ainsi, par exemple, un médecin qui condamne quelqu'un, ben, il y a un tiers de cette condamnation-là qui a un impact sur la santé de la personne. Si je dis au contraire que tu as des chances de réussir, puis on va se mettre ensemble, puis on va le faire ensemble, puis on va réussir je vais t'accompagner pour que tu puisses t'en sortir, bien, on donne quand même un 30%, un tiers pourcentage de bonnes énergies d'effet placebo à notre partenaire à ce moment-là. Donc, c'est certain qu'il faut faire très attention à cette notion de condamner. Mais il faut en même temps être réaliste aussi et regarder évidemment la réalité par rapport à des choses, mais on sait qu'il y a des miracles qui peuvent se manifester. Ces miracles-là se font dans des conditions particulières quand même aussi, dans lesquelles je pense que les gens ont des bonnes conditions pour justement se rendre réceptifs aux miracles. Ça, c'est une autre chose aussi. Je comprends que tout est possible si on reste dans la conscience évolutive de la part de la personne de l'entourage. Tout à fait, effectivement, Lisa, tu as bien compris. La nature évolutive, c'est le potentiel évolutif. Et c'est pourquoi la déprogrammation est si importante, parce qu'elle nous rappelle constamment cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de ne pas vibrer avec notre histoire du passé, mais de vibrer avec des potentiels évolutifs. Et ces potentiels évolutifs vont nous servir, évidemment, à pouvoir grandir et évoluer. Donc, c'est ça un petit peu qu'il faut se rappeler également, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ensemble de ce qui était dit sur la petite présentation ou sur d'autres questions que vous pouvez avoir sur la pratique ou autre chose, sur votre vie, comme vous voulez? OK, donc je vois qu'il y a d'autres questions. Euh, donc, moi, je m'arrêterai ici. Si vous n'avez pas d'autres questions ou des réflexions, des commentaires, c'est comme vous voulez. Alors, je vais vous laisser encore le soin, encore quelques instants pour me dire s'il y aurait des choses que vous auriez envie de me partager. J'espère que c'est enregistré, oui, Joanne, ça devrait être enregistré. Il y a toujours une part de risque, évidemment, dans l'enregistrement, mais actuellement, c'est enregistré, oui. OK, donc je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, je vous remercier pour votre présence. Et donc, vous allez recevoir un mail en début de semaine prochaine qui va vous informer donc du lancement officiel de la pleine conscience intuitive, puisque là, c'est vraiment officiel qu'on va vraiment lancer la pleine conscience intuitive. Il y aura donc 4 nouvelles conférences gratuites qui vous seront proposées à ce moment-là. Et vous aurez également donc des conférences qui vont vous être proposées. Donc, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, mardi ou mercredi, je vais vous confirmer ça dans les prochaines heures. Je vais recevoir ça par mail en début de semaine. Vous saurez à ce moment-là si vous êtes intéressé à pouvoir assister
donc à une conférence qui aura lieu donc et je vous proposerai la nouvelle structure d'animation que je ferai durant le mois pendant cette période de temps-là. Alors sachez que durant le mois d'août, par contre, il y a une relâche. Je vais sans doute faire une petite conférence durant le début du mois d'août, mais après ça, comme je dis, je vais peut-être faire une relâche durant le mois d'août. Donc on fera peut-être moins d'activités pour reprendre en septembre plus officiellement. Oui, Joanne, si vous êtes, il devrait y avoir un webinaire ce soir pour les gens du Québec. Comme je dis, ça va être un des webinaires. La structure de présentation des enseignements va être différente à partir de la semaine prochaine. Donc, je vous donnerai les informations concernant la nouvelle façon de faire par rapport à la semaine prochaine. Et comme je dis, le mois d'août est un mois donc de relâche pour la France, plus particulièrement. Donc, c'est sûr que le webinaire qui avait lieu toutes les semaines, ben, on va peut-être faire une relâche pour l'occasion aussi, pour permettre aux gens simplement de vivre leurs vacances comme il se doit. Donc voilà, alors je vais donc m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée pour les gens de la France et une bonne fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et ce soir, donc à 19h30 pour le webinaire du Québec. À très bientôt. Merci. Au revoir.